président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Faut-il réformer la notion de développement économique et social? Comment analyser le retour en force des entreprises françaises dans l'économie sénégalaise? Quelles sont les conséquences de la signature des APE sur l'économie sénégalaise? La situation dans les prisons? Quelles solutions? Sur toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche Magaye Gaye, économiste et directeur général de JMG, cabinet de consulting, et Adam Awad, directeur de publication de Financial Africa. Remue Ménage, Magaye Gaye, Adam Awad, face à face et face à Alassane Samba Diop, dimanche, 10h-11h, sur Radio Futur Média. Bonjour à tous, nous sommes dimanche et c'est le 25 septembre 2016 et vous êtes sur Remue Ménage, c'est avec Magaye Gaye, économiste, directeur général de JMC, un cabinet de consulting, et Adam Awad, directeur de publication de Financial Africa, spécialisé dans la finance africaine. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre français, monsieur Manuel Valls, a effectué une visite de 48 heures au Sénégal. Il a annoncé des financements dans le domaine de l'eau, de la santé, entre autres. Plus de 317 milliards de francs CFA vont être débloqués. Alors, Magaye Gaye, comment peut-on analyser ce retour de la France dans la situation économique au Sénégal? Parce qu'on avait senti un certain désengagement de ce pays vis-à-vis du Sénégal, même si les chiffres, les statistiques notent que la France reste le premier partenaire économique du Sénégal. Je vous remercie, monsieur Alassane Samba Diop. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement pour cette invitation. Vous êtes le bienvenu. Saluer également monsieur Wad, Adam Wad, que je connais très bien, mais c'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai qu'on a eu à cheminer ensemble pendant longtemps dans le cadre de mes communications à l'international, mais les réflexions. Alors je voudrais saluer tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui nous regardent. Effectivement, le Premier ministre français était là il y a quelques jours. Il faudrait voir peut-être quelle était la connotation de cette visite. Je pense que cette visite, outre les aspects diplomatiques, avait une connotation, j'allais dire, économique également. Parce que comme vous le savez, la France actuellement est en difficulté économique. Les taux de croissance sont assez faibles. 1,1% en 2015. Les déficits sont extrêmement importants, jusqu'à 2317 milliards selon le dernier rapport de l'INSEE, sans compter que c'est un pays qui ne respecte pas certains critères tels que le déficit budgétaire, etc., avec un taux de chômage de 10%. Dans ces conditions, il est normal que les autorités françaises essaient de chercher des relais de croissance ailleurs. Au plan économique également, vous le savez, la France est directement associée, n'est-ce pas, à cette quête de solutions par rapport aux accords de partenariat économique qui ne sont toujours pas signés. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Sans oublier également qu'un certain nombre d'entreprises françaises sont actuellement en difficulté ici au niveau du pays. Je pense à Eiffage. Vous le savez, il y a un marché qui a été annulé par l'ARMP qui concerne Eiffage. Le premier tronçon de ce marché concernant le train express régional. Mais vous savez également que l'autoroute, le tronçon Diamniadio jusqu'à l'AIDB n'est pas encore fonctionnel. Il semble que Eiffage ne soit pas encore d'accord avec l'État en ce qui concerne les conditionnalités financières. Alors, par rapport à votre question, je pense qu'il est important quand même de rappeler à vos auditeurs quelle est la présence française économique au Sénégal. Alors, aujourd'hui, si vous prenez le cas du commerce extérieur, les échanges entre la France et le Sénégal, c'était 811 millions d'euros en 2014. Mais savez-vous que sur ces 811 millions d'euros, les 720 millions d'euros sont des exportations de la France vers le Sénégal. Il n'y a que 82 millions d'exportations du Sénégal vers la France. Donc, ça veut dire qu'en ce qui concerne le commerce extérieur, la relation, elle est totalement
déséquilibré en faveur de la France. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que la France perd des parts de marché au Sénégal. Aujourd'hui, la part de marché de la France tourne autour de 18% seulement. Parce qu'il y a l'entrée en force d'un certain nombre de puissances, telles que la Chine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais également la Turquie et le Nigeria même. Ce qui fait qu'on est à 18%. Et le Maroc. Et le Maroc. Il y a beaucoup de puissances qui viennent actuellement compétir avec la France. Alors, maintenant, c'est vrai que les entreprises françaises, globalement, c'est une centaine ici au Sénégal. Près de 200. Près de 200, mais certains disent 200. Le Premier ministre avait annoncé une centaine lorsqu'il est venu, donc les chiffres, il y a des divergences. Mais la plupart sont situés à Dakar. À Dakar, elles sont présentes également dans certains secteurs stratégiques, tels que l'eau, tels que les télécommunications, tels que également le port. Parce qu'on ne parle pas souvent du port, mais la plupart des concessionnaires sont des Français aujourd'hui. Alors, je pense que tout ceci rentre quand même, il faut le dire, dans le cadre d'une volonté politique. Du temps du président Wade, le Sénégal était dans une option de diversification de ses relations commerciales avec les autres partenaires. Mais il suffit de se rappeler que lorsque le président Macky Sall est arrivé, l'une des premières visites qu'il a eu à faire en dehors de l'Afrique, c'était en France. Et à l'époque, c'était également pour aller chercher une aide budgétaire d'un montant de 300 millions d'euros. À l'époque. Alors, qu'il avait obtenu, certes. Mais en plus de cela, c'est que, en ce qui concerne cette visite-là, à une question qui lui avait été posée concernant la fermeture des bases françaises par le président Wade, il avait dit quelque chose qui avait frappé à l'époque, en disant que c'était quelque part un nationalisme qui était mal placé de la part du président Wade, et qu'il fallait que le Sénégal revienne à certaines réalités. Et après, bien entendu, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés pour consolider justement les intérêts français. Je pense aux appels entrants. Vous vous rappelez la surtaxe que le président Wade avait mis ici en ce qui concerne cet appel entrant. Et à l'époque, Orange n'était pas du tout d'accord. Orange avait dit non, mais finalement le président Macky Sall avait enlevé ça. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y avait une Ecotrans, Bolloré, un certain nombre Siinvest au port, qui ont eu à gagner des concessions, sans oublier également l'un des plus grands, à savoir Eiffage, qui gagne beaucoup de marchés actuellement dans le cadre, je dirais, d'une politique volontariste qui, quelque part, privilégie, c'est ce sentiment de beaucoup de Sénégalais, ces entreprises françaises. Peut-être qu'en revenant sur cet aspect, on pourra revenir sur d'autres développements. Adama, est-ce que dans tout cela, qu'est-ce que gagne le Sénégal? C'est une très bonne question, Alassane Samba Diop. En saluant Magaye pour son analyse pertinente que je partage sur la relation économique entre la France et le Sénégal, je voudrais quand même rappeler ceci. Nous allons tout droit vers une contradiction fondamentale. Laquelle? Entre les impératifs de l'intégration régionale à travers notamment la CEDEAO et les impératifs d'une relation forte entre le Sénégal et la France, une relation historique qu'on ne va pas rappeler ici, mais qui reste quand même permanente. Cette visite de Manuel Valls a rappelé que la ligne de miel perdure en dépit des changements de président, en dépit des changements de conjoncture, en dépit de la montée en force des puissances des BRICS ou des puissances moyennes comme la Turquie et le Maroc, la France reste et demeure le partenaire titulaire du Sénégal, parce que la France, comme a dit Magaye, détient les leviers de l'économie sénégalaise. Je ne rappellerai pas la force de la monnaie, le CFA, la relation ombilicale entre le CFA et l'euro à travers la Banque de France. Il y a aussi les ports, tout à fait. Il y a Bolloré, il y a l'Ecotrans, il y a tous ces symboles un petit peu d'une France quand même en déclin, mais qui reste très forte sur le Sénégal notamment et sur la zone CFA. Il y a aussi les affaires, les accords de partenariat économique. Le Sénégal a changé. En 2007, lors du sommet de Lisbonne, le président Abdoulaye Wade était le porte-voix de ceux qui disaient non aux APE en tant que pays, en tant que PMA, c'est-à-dire un pays qui a des enjeux dans les APE, mais des enjeux mineurs
par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, parce que le Sénégal entre dans l'initiative Tout sauf les armes, donc les produits sénégalais sont exonérés de droits de douane en France, et comme l'a dit Magaye tout à l'heure, les exportations sénégalaises vers la France sont très basses, symboliques, voire dérisoires. Peut-être l'avenir, ce n'est pas seulement Paris, c'est l'avenir, c'est Pékin, c'est Rabat. Et il faudrait que sur le plan économique, qu'on prenne ça en compte, qu'on donne des marchés à des entreprises sur la base de la compétition et non sur des rapports fraternels. Mais il y a une question fondamentale que vous avez évoquée, c'est le franc CFA. Bizarrement, ce débat n'est jamais posé par les dirigeants africains par rapport au lien avec la France. François Hollande, quand il est venu au Sénégal, à l'Assemblée nationale du Sénégal, il a dit qu'il y a 8 000 milliards de francs CFA au trésor français, mais la question n'a jamais été reposée. Idriss Déby l'avait posé un peu, mais on a vu une sorte de reculade par rapport à cette question. Moi, s'agissant de la monnaie, je préfère souvent me référer à un grand économiste comme Lionel Zinsou, traité de tous les noms par les radicaux qui estiment qu'il est trop france-africain. Mais il a dit une chose qui m'a frappé. Il a dit que le problème, ce n'est pas le franc CFA, le problème, c'est nous. Qu'est-ce que nous avons fait de cette monnaie qui, aujourd'hui, malgré tous ces défauts symboliques, dont ce lien ombilical quand même entre une puissance coloniale et ses colonies, cette rétention aussi d'une partie des exportations à la Banque de France à des taux très bas, malgré tout cela, aujourd'hui, nous avons quand même une zone monétaire, une zone non balkanisée sur le plan monétaire. Maintenant, qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que nous permettons à ce qu'il y ait des relations économiques fluides entre les pays qui partagent cette monnaie? Je trouve que non. Pourquoi la BCEAO, par exemple, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, n'ont pas levé cette interdiction de circulation des capitaux et de circulation des signes monétaires entre les deux pays? Pourquoi aujourd'hui même au sein de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest africaine, il y a des barrières non tarifaires qui ne s'expliquent pas. Le problème donc, ce n'est pas tant le CFA. Dieu sait que effectivement nos pays peuvent aussi créer une monnaie qui ne soit pas dépendante ou mise sous tutelle par un autre pays ou une autre banque centrale, en l'occurrence aujourd'hui la Banque centrale européenne. Mais quelque part, le problème, c'est encore nous. C'est notre volonté politique d'aller de l'avant, d'aller ensemble, sans faux fuyant. C'est notre volonté politique de créer la CEDEAO. Il y a une monnaie qui va arriver en 2021 si on respecte le calendrier. Donc, le CFA, c'était un intermède historique qui va être dépassé bientôt. Mais, Magaye, tantôt on a parlé de la France, on a parlé aussi de la présence d'autres pays émergents tels que la Chine, la Turquie, le Maroc. Mais on voit qu'il y avait un sommet qui était prévu, sommet Chine-Afrique. On voit la France s'incruster dans ce sommet pour essayer un peu de faire un sommet France, Chine, Afrique, quelque part peut-être pour sous-traiter avec les entreprises chinoises. Que gagne le Sénégal dans tout cela? Alors, déjà, je pense que le Sénégal a à définir ses propres critères en matière de coopération. Alors, jusqu'à présent, c'était des relations bilatérales, comme vous l'avez bien rapporté, c'est-à-dire entre la France et les pays africains, entre la Chine et les pays africains. Maintenant, la France, et comme je le rappelais tout à l'heure, est dans une situation économique telle qu'elle est obligée de voir toutes les possibilités d'alliance, toutes les options pour pouvoir progresser, parce qu'elle perd des marchés, comme je le rappelais tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question du franc CFA. Ça fait partie des leviers sur lesquels la France s'arc-boute aujourd'hui pour pouvoir maintenir les pays africains sous dépendance. Alors, pour plusieurs raisons. Vous savez que lorsque une monnaie nationale est arrimée à une monnaie forte en économie, ça je crois que c'est les premiers cours d'économie dans les universités, l'économie nationale n'exporte pas suffisamment. On a des problèmes d'exportation aujourd'hui au niveau du Sénégal, dû au fait que nous avons un franc CFA qui est arrimé à une forêt très forte, l'euro, qui nous empêche aujourd'hui d'exporter. Premièrement. Deuxièmement, cette monnaie, elle casse quelque part l'intégration entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. La preuve, si vous avez un franc CFA ici, que vous allez amener en République démocratique du Congo, il faudra que vous puissiez convertir ça
pour pouvoir effectivement les dépenser là-bas. Eux également, donc je crois que c'est l'inverse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, ça casse l'intégration. Mais il y a plus grave que ça. Vous avez rappelé qu'il y a plus de 8 000 milliards de francs CFA qui sont logés au niveau non pas de la Banque Centrale Européenne, mais du Trésor français à garantie de convertibilité. Mais 50%, mais c'est beaucoup. Tout ce que nous vendons... 65%. C'était 65%, maintenant c'est 50%. Tout ce que nous vendons à l'extérieur, sur 100, les 50 restent là-bas. En gros, pour schématiser. Or, aujourd'hui, la valeur de notre monnaie est telle qu'on aurait pu aller en deçà maintenant pour pouvoir ramener une bonne partie de cette manne pour financer nos projets de développement. Mais vous savez, parlant de préférence économique, M. Alassane Samba Diop, tous les grands pays ont eu à définir des options de préférence nationale. Je voudrais juste rappeler Roosevelt en 1933. Vous savez que dans le cadre du New Deal, il y avait ce qu'on appelle un Buying American Act, acheté américain, qui était une loi de préférence nationale, qui faisait obligation à l'État de concéder jusqu'à 23% des marchés à des entreprises, américaines nationales, premièrement. Mais tout récemment, dans les années 2006, mais vous vous rappelez cette histoire de Dubai Port World au niveau des États-Unis. Lorsque Dubai Port World avait acquis la possibilité de gérer des terminaux portuaires, lorsque maintenant il a fallu vendre ces ports, Dubai Port World s'était présenté, mais Dubai Port World n'avait pas été accepté. Pourquoi? Parce qu'on venait de sortir du 11 septembre et certaines informations disaient que sur ceux qui ont eu à commettre ces attentats, 2 étaient de Dubaï. Donc finalement, ils n'ont pas pu, comment dirais-je encore, solliciter ces ports-là. Deuxièmement, en 2011, mais le président Barack Obama que vous voyez ici, mais il a eu à refuser complètement l'attribution à des sociétés chinoises de ce qu'on appelle des fermes éoliennes qui étaient vendues à l'Oregon, parce que soi-disant que c'était près de bases américaines. Mais là aussi, c'est une option de préférence nationale. Mais la France, parce que vous évoquez le contexte de la visite de M. Valls à Dakar, mais la France l'a eu à le faire en 2014 également. Parce que vous savez qu'il y a une nouvelle législation en France qui fait obligation aux investisseurs étrangers d'avoir une autorisation préalable dans certains domaines d'investissement, tels que l'eau, tels que l'énergie, tels que les réseaux, de transport, tels que les réseaux de communication électronique, la santé même, la défense. Et la France aujourd'hui est allée jusqu'à consacrer 25% des commandes publiques aux entreprises françaises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, il ne se pose pas aussi un point de compétitivité des entreprises sénégalaises vis-à-vis des entreprises étrangères? Oui, il y a un problème de compétitivité lié aussi à la législation sénégalaise qui ne favorise pas suffisamment les PME, PMI sénégalaises comme le fait l'Amérique, comme le fait l'Union européenne. Il faut des réformes dans la législation. Il faudrait des réformes très fortes parce que quand même il y a des domaines de compétences nationales, il y a des domaines sensibles pour la sécurité. Par exemple les ports. En Israël, par exemple, on ne concède pas les ports à des entreprises étrangères. Nous sommes peut-être l'Afrique est la seule région internationale sur le plan de la commande publique. La commande publique africaine est extrêmement ouverte. D'ailleurs, il y a peu d'entreprises africaines qui remportent des marchés en Afrique. Le dernier exemple, c'est les trains, le TR. L'amour n'est pas la fin de tout, mais un nouveau commencement, responsable commencement, l'effort actuel. C'est ainsi que le premier disciple du Christ, le plus premier temps de l'Église, appelé la mort, la Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour est dans une situation de concrète et être professionnel. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens disent qu'au Sénégal, le marché bancaire est occupé par pratiquement les Marocains, mais les banques qui étaient là, sénégalaises, c'est des Sénégalais qui les détenaient, qui les ont vendus. Est-ce qu'il y avait des banques sénégalaises au Sénégal? Moi, je pense qu'il y avait des banques la BST, entre autres. Des banques plutôt françaises.
elle détenait des portions vraiment congrues dans le secteur bancaire. Maintenant, le vrai problème, c'est la volonté publique. Nous sommes dans des contextes de développement. Il n'y a que l'État développementiste, l'État stratège, qui peut réorganiser le secteur privé, essayer de forcer par la loi, par des incitations à des regroupements, à la création de pôles de compétences, de pôles de compétitivité autour des secteurs phares. Par exemple, sur le solaire, l'État aurait pu faire un champion national. Sur les télécoms, l'État aurait pu créer un champion national. Afin de les pousser à mieux prendre en compte l'intérêt national. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une multinationale qui n'a pas suffisamment de présence de l'État, elle va privilégier des intérêts court-termistes de la maison mère, et on ne va pas le condamner pour cela. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'État au Sénégal est prêt aujourd'hui à faire du secteur privé un levier de croissance? Est-ce qu'on est prêt à réorganiser la commande publique afin que, à chaque fois qu'on attribue des marchés, à chaque fois qu'on construit des ponts, la compétence, le savoir-faire reste ici au Sénégal? Donc il faut changer la législation pour privilégier des entreprises nationales par rapport à ce nombre de marchés, c'est ça? Je pense que la législation, à mon avis, globalement, elle est bonne. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, pourquoi elle est bonne? D'abord parce que aujourd'hui, la loi sur les PPP oblige ceux qui viennent... Les partenariats public-privé. Public-privé oblige les investisseurs qui viennent à considérer 20% des actions à des sociétés nationales ou communautaires, parce qu'on est dans le cadre de l'UEMOA, premièrement. Deuxièmement, il y a une obligation de sous-traitance de 30% du marché à des entreprises locales. Ça aussi, je crois que c'est une bonne chose. Sans oublier qu'en cas d'égalité des prix, dans le cadre de la soumission, jusqu'à 5 à 10% d'écart, c'est l'entreprise communautaire qui doit être choisie. Mais je crois que le problème, c'est au niveau de la volonté politique. Monsieur Alassane Samba Diop, vous savez que, vous avez rappelé tout à l'heure que je suis un homme politique. Et nous, on s'est dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était d'avoir un programme. Dans le cadre de ce programme-là, j'ai eu à discuter avec beaucoup d'entreprises sénégalaises. Mais il y a deux entreprises qui m'ont raconté des histoires qui m'ont beaucoup ému. L'une d'entre elles était au port, une PME. Le monsieur me dit, monsieur Magaï Gaï, savez-vous que moi, en tant qu'entreprise, je faisais travailler Bolloré. C'était une PME sénégalaise, mais je faisais travailler Bolloré. Mais parce que la concession a été concédée à ces entreprises françaises, aujourd'hui je suis en règlement préventif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis en cessation de paiement. J'ai déposé mon bilan. Et pourtant j'étais sur le point de m'expatrier en tant que champion pour aller vers la Côte d'Ivoire, exporter un peu ce que mon entreprise fait. Mais aujourd'hui, voilà, on m'a brisé les ailes, premièrement. J'ai discuté avec une deuxième entreprise également qui avait soumissionné dans le cadre de la langue de Barbarie. Vous savez, cette soit d'érosion marine. Bon. Elle me dit, vous voyez, j'avais une bonne joint venture avec une société canadienne qui était prête à m'apporter une solution très innovante par rapport à ce que propose FH. J'étais mieux 10 ans, mais je n'ai pas été choisi. Alors que je suis une PME avec des entreprises sénégalaises, je n'arrive pas à boucler mes fins du mois. Donc ça veut dire que quelque part, Monsieur Diop, le vrai problème aujourd'hui, à mon avis, c'est un problème de volonté politique qui doit être respecté. Mais qu'est-ce qui explique cette volonté politique qui n'est pas mise en œuvre? Parce que souvent, dans ces marchés aussi, on parle souvent de commissions, des gens qui sont là, qui privilégient telle ou telle entreprise par rapport au fait qu'ils reçoivent de l'argent de ces entreprises-là. La corruption dans l'attribution des marchés. Bon, la corruption, peut-être. Et que ça peut changer la donne dans l'affaiblissement ou bien l'édification d'un marché pour quelqu'un. La corruption peut-être, mais très marginale. Il s'agit de volonté politique. Par exemple, dans le cas des terminal roulier au port de Dakar, je pense que vous l'évoquez, effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises sénégalaises qui étaient là. Aujourd'hui, on a concédé, on a donné ça à un groupe français, Bolloré, pour ne pas le citer. Mais est-ce que là, c'est des exemples de volonté politique, c'est-à-dire, effectivement, il y a un engagement d'investissement, il y a un engagement d'idées, d'investissement direct à l'étranger de la part du groupe qui est attributaire.
mais est-ce qu'on a mesuré les conséquences sur l'écosystème économique sénégalais? Je pense que c'est juste une volonté au plus haut niveau, mais une volonté aussi accompagnée d'une stratégie de développement, d'une vraie stratégie de développement à laquelle aussi le peuple, les communautés, les députés, toutes les parties prenantes prennent part. Nos démocraties aujourd'hui ont dépassé un stade. Manuel Valls l'a dit durant son passage que le Sénégal est un exemple de démocratie. Peut-être maintenant le Sénégal a besoin de passer à une autre alternance, pas l'alternance générationnelle, pas l'alternance politique, c'est-à-dire pas remplacer Amadou par Demba, mais c'est une alternance stratégique, c'est-à-dire on se dit voilà, il est temps que le Sénégal se projette soit dans une volonté de vivre ensemble dans l'intégration avec ses voisins africains, à travers la CEDEAO, et dans une volonté de développement, sachant que le développement, c'est d'abord avoir une stratégie, c'est avoir des champions nationaux ou communautaires, c'est avoir une intégration horizontale avec l'environnement sous-régional, c'est aussi avoir dans les ports sénégalais des groupes sénégalais de référence. Et est-ce que le Sénégal a une stratégie par rapport aux APO, aux accords de partenariat économique aujourd'hui beaucoup estiment que s'ils sont appliqués, ça va tuer les petits exploitants? Tout à fait. Alors, avant de venir sur cet aspect, vous me permettrez juste un mot de revenir sur le secteur privé, juste pour dire que des fois je peux comprendre l'État. Parce que le secteur privé que nous avons là, à mon avis, n'est pas un secteur privé structuré, fort, qui peut aller très loin. Pourquoi? On entend beaucoup d'organisations de fêtes, je l'ai toujours dit. Hein. Là, vous parlez des patronats. Je parle des patronats, etc. Ceux qui sont là aujourd'hui, les organisations patronales, l'État doit restructurer aujourd'hui le secteur privé. Faire en sorte que les vrais champions, on a dit des patrons ici au Sénégal sans entreprise, sans rien du tout. Sans rien du tout, parce que voilà, des gens qui sont dans l'administration, qui se retrouvent avec des marchés. Il faut qu'on en revienne aux fondamentaux. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a de vrais businessmen aussi au Sénégal, sur lesquels on aurait pu bâtir une vraie stratégie et des gens qu'on pourrait accompagner. Par rapport aux APE, j'ai entendu la déclaration du Premier ministre Valls, qui disait que l'Europe et l'Afrique doivent communier dans le cadre d'un pied d'égalité, dans le même pays d'égalité. Non, je pense que c'est du rêve. On ne peut pas demander à la zone économique la plus forte du monde, à l'une des zones les plus fortes du monde, de compétir avec l'une des zones les plus pauvres du monde. Ça, vraiment, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des amis. Est-ce qu'on peut reprocher ça à Manuel Valls, au moment où ce sont nos États qui doivent définir leur propre? Vous avez raison. C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'aurais été à la place du président Macky Sall, je n'aurais pas signé ces accords. Pour plusieurs raisons. Fiscalement, le Sénégal perd 75 milliards d'après beaucoup d'études par an. Deuxièmement, vous savez qu'il y a le plafonnement de la taxe à l'exportation. Pourquoi? Parce que les grands groupes qui exportent aujourd'hui, ce sont des groupes français. Regardez, par exemple, vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais il y a une société qui est à Marseille qui exporte les bananes, les ananas, etc. La société de Jean Fabre qui exporte tout ça. Mais aujourd'hui, ceux-là, ils ont besoin que l'APE soit signé pour ne pas payer de droits de douane et pour ne pas payer de taxes à l'exportation. Regardez aujourd'hui tous les ports au niveau du golfe du Guinée, c'est entre les mains de Bolloré. Regardez Mimran. Donc, quelque part, les APE enrichissent les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est calculé. Donc, il y a cet aspect fiscal. Mais l'agriculture, regardez, nous dépassons 65 milliards de francs CFA dans les importations de lait. Il suffit qu'il y ait des subventions agricoles au niveau de l'Europe pour que le prix du lait baisse et que notre production locale puisse s'estomper. En ce qui compte, très bien, en ce qui concerne l'industrie. Une étude a montré que si vous prenez aujourd'hui 100 lignes tarifaires, nous, on est compétitif que sur les 14, tous les 86, l'Europe est beaucoup plus compétitive que nous. Mais dans ces conditions, ouvrir nos marchés, c'est tuer nos industries. Maintenant, on me dira, oui, vous avez la possibilité d'exporter vers ces marchés. Mais il y a les barrières non tarifaires qui sont là, qui nous empêchent d'exporter conséquemment. Et le Nigeria n'a pas signé, mais regardez la désolidarisation des autres États. Les autres s'empressent chacun d'aller tout seul signer avec la grande Union européenne. C'est ça le destin de l'Afrique, c'est la balkanisation, c'est la fragmentation des positions quand on est face à des enjeux stratégiques. L'Afrique n'est unie que, en général,
pour le folklore. Mais quand il s'agit de choisir, là, les lignes se fracturent. Un pays comme la Côte d'Ivoire a signé en disant que oui, nous ne sommes pas PMA. C'est une ligne prise depuis Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est obligée, dès le 1er octobre, d'aller. Le Ghana l'a déjà fait. Donc la CEDEAO est fracturée. Au niveau de la CEMAC, on voit le Cameroun faire de même. Au niveau de l'Afrique de l'Est, le Kenya fait de même. Alors que la Tanzanie dit que nous n'allons jamais signer. Donc les lignes se fracturent. Alors que tous ces pays, l'ensemble de ces pays se sont convenus en 2015 à lancer une zone de libre-échange. La question c'est, est-ce que nous croyons à ce que nous actons, à nos décisions, ou bien, encore une fois, nous allons nous retrouver ballottés entre chaque pays, entre l'ancienne puissance, parce qu'on a tendance à privilégier ceux qui nous gouvernaient hier. On a toujours tendance, les Sénégalais ont tendance à aller vers la France, les Ghanéens vers l'Angleterre, et on ne sait pas, on n'est pas encore libéré de cette colonisation. La colonisation mentale est toujours là. Sinon, les APE, le Sénégal ne gagne rien. Le Sénégal est déjà bénéficiaire de l'initiative sauf les arbres. Les produits sénégalais entrent sans droit de douane. Or, si le Sénégal signe les APE, le Sénégal sera taxé à hauteur de 75%. Aujourd'hui, c'est une position bien étrange de la part d'un pays qui était pour le non en 2007 au sommet de Lisbonne, qui a changé de discours. Et qui a changé de discours. Peut-être c'est l'alternance, peut-être c'est... pourtant c'est toujours les libéraux qui sont au pouvoir au Sénégal. Ce sont les libéraux, ils le disent. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, il ne faut pas aller dans la réforme, comme vous l'avez préconisé dans une de vos contributions, la réforme de la notion de développement économique et social dans nos pays? Je le pense très honnêtement. Il faut aller vers cette nouvelle définition du développement économique. Mais vous me permettrez juste encore une fois de compléter rapidement par rapport aux APE. Parce que nos relations avec l'Europe n'ont jamais été des relations franches. Depuis les accords de Yaoundé, en passant par les accords de Cotonou, en passant par les accords de Lomé jusqu'aux accords de Cotonou, honnêtement, les objectifs qui étaient assignés ont toujours été des objectifs qui n'ont pas été remplis. Et vous savez qu'il y a des alternatives pour les APE par rapport à ces solutions-là. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont demandé une dérogation à l'OMC en ce qui concerne l'AGOA? Ils l'ont obtenu. Pourquoi nous, on n'irait pas dans cette direction-là? C'était très facile. Ou bien accorder à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria des régimes dérogatoires. Alors, toujours est-il que... C'est accordé au Pakistan. Voilà, au Pakistan, il y a des solutions, mais l'Europe s'arc-boute à ça. Et vous savez qu'il y a l'Europe avait commandité un rapport également. Et malheureusement, ce rapport, aujourd'hui, jusqu'à présent, n'a pas été diffusé. C'était un rapport sur l'impact de l'APE. Jusqu'à ce jour-là, ça date. Parce qu'il paraît que les conclusions étaient défavorables à l'APE. Alors, cela nous a amené, en marge de la visite du Premier ministre M. Valls, à envoyer une contribution à la presse sur le développement. Je pense que nous devons changer de paradigme, M. Diop, sur le développement. On ne peut plus continuer d'emprunter la définition qui nous a été donnée qui nous ont été donnés par certains économistes occidentaux, qui vous parlent de transformation mentale, psychologique, etc., qui vous parlent de transformation des structures économiques, qui vous parlent dans le cadre d'une grille de lecture occidentale, qui vous donne un certain nombre de définitions qui n'ont rien à voir avec notre vécu social, culturel et religieux. Aujourd'hui, vous demandez à 5 chefs d'État assis dans une salle, qu'est-ce que c'est que le développement pour vous? Je suis sûr que les définitions seraient différentes. Vous demandez à nous qui sommes ici dans cette salle, M. Diop, c'est quoi le développement? Je suis sûr que votre définition serait différente de nos définitions. Donc, moi, j'ai essayé humblement de définir le développement comme la satisfaction de 7 besoins cardinaux. Le besoin de manger en quantité suffisante et en qualité suffisante. Le besoin de boire une eau de qualité. Le besoin de se vêtir dignement. Le besoin de se soigner lorsqu'on est malade. Le besoin d'avoir un toit où habiter. Le besoin d'avoir une éducation de qualité et le besoin de pouvoir se déplacer lorsqu'on se déplace. Avec en filigrane 2 autres besoins extrêmement importants, la paix et la sécurité. Donc j'ai invité simplement les responsables politiques de notre continent à avoir un consensus minimum autour du développement en intégrant nos propres valeurs culturelles. On ne peut pas aujourd'hui, après 50 ans d'échec,
continuer à progresser sans savoir là où on va. Je crois que toutes ces politiques sont bonnes. Mais sachons là où on va. Est-ce qu'on va aller vers un développement, on va qualifier simplement de développement avec des autoroutes à grand écartement, à des grandes autoroutes, des tours immenses, ou bien est-ce qu'on peut satisfaire les besoins fondamentaux des gens? C'est pourquoi nous avons lancé ce concept de développement recentré sur l'humain. Développement recentré sur l'humain dans le cadre de notre troisième voie. C'est une occasion qui me permet juste de saluer rapidement Mme Amsatou Saoud Sidibé, qui tout récemment, comme vous l'avez vu tous dans la presse, a lancé ce concept de troisième voie, alors, sur lequel nous travaillons depuis pratiquement plus de 2 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revisiter le développement économique social, et je lance un appel à tous les intellectuels de ce pays et de l'Afrique pour que nous puissions ensemble s'asseoir pour définir ce que c'est que le développement. Oui, l'économiste a envoyé un SMS pour demander un peu si on peut revenir sur la notion de l'entreprise sénégalaise. Pour lui, est-ce qu'une entreprise sénégalaise, c'est celle dont le capital est détenu par les étrangers ou pas? Une entreprise sénégalaise, c'est une entreprise, à mon avis, de droit sénégalais. Et effectivement, c'est une entreprise aussi qui a un impact social au Sénégal, c'est-à-dire qui emploie le capital des Sénégalais, qui emploie des Sénégalais, qui participent donc à la transformation économique et sociale au Sénégal. Peu importe, à mon avis, que les capitaux, d'où les capitaux proviennent. Si l'entreprise est de droit sénégalais, c'est-à-dire basée au Sénégal, si elle construit des immeubles, c'est des immeubles qui sont sénégalais, qui sont au Sénégal. Et rapatrie aussi l'argent. Bien sûr. Il y a la convertibilité de francs CFA justement qui fait que les entreprises peuvent rapatrier l'argent. Effectivement. Maintenant, une entreprise qui rapatrie aussi ses dividendes, qui rapatrie ses bénéfices, si elle respecte la loi, je ne vois pas de problème. Le seul impact qu'on demanderait à une activité économique exercée au Sénégal ou dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est qu'elle participe à l'effort national, à la volonté nationale de développer, de transformer, qu'elle crée des emplois, qu'elle participe à la sécurité, parce que la sécurité, comme a dit Moba, c'est important, mais la sécurité, elle doit être vue dans un sens plus large, c'est les emplois. Le chômage fait partie aujourd'hui des zones grises. Le chômage fait partie des facteurs d'instabilité les plus forts. Le printemps arabe nous l'a montré. Oui, il y a aussi le fait que ces entreprises qui sont installées au Sénégal, certains nous reprochent de ne pas payer au juste prix les impôts qu'elles doivent payer. Oui. Parce qu'elles négocient ou bien ne déclarent pas tous les impôts. L'État est incapable de savoir combien gagne une entreprise par jour, par mois, par an et le juste prix des impôts. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est un devoir fiscal. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a fait tout ce qu'il devait faire quand même, je pense, pour d'abord dans le cadre d'une politique de formation, de vulgarisation, amener un peu l'entreprise privée à pouvoir réellement respecter son devoir vis-à-vis du fisc. Je pense que tout récemment, il y avait une journée qui avait été organisée, une journée nationale, pour réfléchir un peu sur la problématique, essayer de voir dans quelle mesure l'État pouvait optimiser également ses recettes fiscales. Mais sur ce plan-là également, je pense qu'il faudra également réfléchir sur quel secteur taxer le mieux. Vous savez, nous, dans le cadre de notre programme politique, nous avons dit que les entreprises qui sont dans des secteurs de rente, il faut les taxer. C'est-à-dire les secteurs... Par exemple, les télécommunications. Regardez les télécommunications. Une entreprise qui fait plus de 300 milliards de bénéfices dans un pays pauvre. Mais 300 milliards, dont une partie va revenir à l'État, une partie va revenir au personnel sous forme de salaire, de primes et avantages. C'est ça. Mais c'est pas suffisant. À mon avis, nous, on a constaté que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ces entreprises utilisent des infrastructures de l'État, bâties sur la base des recettes fiscales de l'État, premièrement. Deuxièmement, ces entreprises qui sont dans des secteurs de rente, souvent ça appartient à des intérêts étrangers. Je peux parler de Orange, par exemple, parce que les comptes sont publics. Mais aujourd'hui, je crois que la responsabilité sociétale d'entreprise devrait pousser quand même ces sociétés à faire plus et mieux pour la nation du Sénégal. Nous, on a dit que lorsque nous arriverons au pouvoir, par la grâce de Dieu, nous allons les taxer encore davantage.
Parce qu'il faut aider les autres secteurs de l'entreprise, les autres secteurs économiques, les PME, le secteur informel à se développer. Il faut restructurer le secteur informel pour avoir plus d'impôts, pour répondre à votre question. Mais les PME également, mais il y a beaucoup de PME qui sont en difficulté, plus de 140 entreprises en difficulté au niveau du Sénégal. Mais il suffit simplement qu'un fonds de restructuration de 20 milliards soit dégagé pour pouvoir les renflouer. Mais une entreprise comme la Sonatel aurait pu contribuer dans le cadre d'une politique volontariste. Mais il a posé la question des PME. Ouais. Il y a certains aussi qui estiment que les ressources humaines qui dirigent les PME ne sont pas assez qualifiés pour faire le travail qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas aussi de mettre de l'argent dans des PME pour donner qu'elles coulent aussi. Tout à fait. Les PME sont à soutenir. Les PME constituent 90% du tissu économique au Sénégal et dans la plupart des pays. Maintenant, les PME, il faut une vraie politique des PME et il faut une vraie politique d'entreprise au Sénégal. Et cela passe par une réforme fiscale. Nous avons, à mon avis, une fiscalité qui n'est pas adéquate, qui correspond plus à des réalités de pays développés, puisque les taux d'imposition sont élevés au Sénégal quand même, comparé à des pays de l'Europe de l'Est comme la Roumanie, comparé même à un pays comme l'île Maurice, où il y a un taux de 15%. Et plus le taux est bas, plus il y a un élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, le problème au Sénégal, c'est que l'impôt est payé seulement par un très petit nombre d'entreprises. Les salariés, voilà. Il y a aussi comme une taxe sur le formel. Le formel, quand vous êtes formel, aujourd'hui vous payez trop cher. Ça coûte trop cher d'être formel. Ça coûte trop cher en démarche, en procédure, en imposition. Et pourquoi ne pas aller dans l'informel où c'est le paradis, c'est un paradis pratiquement fiscal. Peut-être en baissant suffisamment les impôts, en ayant une nouvelle politique de développement basée sur le levier fiscal, on va pouvoir intégrer la plupart des entreprises sénégalaises avec peut-être c'est une taxe déclarative pour par exemple les commerçants de Sandaga, pour tous les commerçants, en imposant donc une manière de percevoir l'impôt basé sur le mode de vie ou le modèle d'entrepreneuriat au Sénégal, on va avoir plus de recouvrement, moins de pression fiscale sur les seuls qui payent aujourd'hui. Mais s'agissant de Orange, quand je vois l'État actionnaire, je pense qu'il est quand même actionnaire à plus de 30%. Donc l'État reçoit une bonne partie des dividendes ou bien des bénéfices qui sont déclarés. En même temps, quand je vois l'impact d'Orange sur l'impact social d'Orange en matière de création d'emplois, en matière de vente de cartes entre autres. Voilà, en matière aussi de locomotive de développement, parce que le développement du Sénégal aujourd'hui est porté aussi par les services, et les services sont portés par les télécoms. Il y a mieux à faire, certainement, mais à mon avis, depuis les années 60, la seule privatisation peut-être qui a marché, c'est Orange. Quand on regarde la Sonacos, quand on regarde, peut-être c'est seulement Orange qui nous a permis de dire, et Orange aujourd'hui s'exporte au Mali, s'exporte dans la sous-région. Il y a un champion. Un champion qui est fondé un transfert ou un vrai partenariat entre la France et le Sénégal, peut-être un partenariat à revoir, à rééquilibrer, mais c'est une success story à mon avis. Très rapidement, le temps que nous est imparti va bientôt finir. La dernière question, c'est sur ce qui s'est passé dans les prisons. C'est ça. Quelle solution par rapport à cela, pour ne pas revenir, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, faire travailler ceux qui sont en prison pour qu'ils puissent se nourrir, entre autres, créer la vraie réinsertion. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du détenu qui est mort. Ce qui s'est passé est grave. Je pense que tout à l'heure, vous avez la radio a invité le ministre de la Justice qui va peut-être s'exprimer sur ça. Mais ce que je voulais simplement dire tout à fait, c'est qu'un rapport fait par un organisme anglais a montré que le Sénégal fait aujourd'hui partie des pays les plus répressifs du monde. Sur 223 pays visités, le Sénégal est le 3e en Afrique par rapport au nombre de prisonniers. Sur 100 000 Sénégalais, il y a 62 prisonniers. C'est trop. Alors, ce sont des êtres humains comme nous. Dans toutes les religions révélées, Dieu a dit qu'il a anobli la descendance d'Adam. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a demandé à quelqu'un d'aller en prison qu'on doit le priver
de ces droits fondamentaux. Le problème est là. Donc les solutions que nous voyons, c'est ça, il faut des aménagements de peine. Pour toutes les peines de moins de 2 ans, il faut une politique volontariste pour libérer ces gens-là lorsqu'ils n'ont pas commis de crime, premièrement. Deuxième chose, il faut également une liberté provisoire dans le cadre d'une stratégie volontariste pour tous ceux qui attendent. Vous savez que cette étude a montré que sur 100, la moitié, c'est des gens qui sont en liberté, qui sont en détention provisoire. C'est très grave. Donc, c'est la deuxième. La troisième chose, je voudrais également, nous, on veut lancer ce qu'on appelle une journée de la réconciliation et du pardon au niveau de la troisième voie. Chaque année, nous allons faire rencontrer les victimes, c'est-à-dire ceux qui ont été offensés, et les prisonniers, qu'il y ait des discussions bilatérales, peut-être qu'il y aura le pardon, et là l'État est obligé d'accepter ces protocoles d'accord qui seront trouvés. Enfin, je pense très honnêtement, M. Alassane Samba Diop, que les dirigeants religieux de notre pays doivent également s'exprimer sur la question. Oui. Très rapidement, quelles sont les solutions? Par rapport à comme il a dit, comme a dit M. Magaye Diop, il y a l'aménagement ou réformer certains prisonniers par comportement exemplaire et surtout présenter ceux qui sont en détention, les présenter au juge, parce que on a vu dans les prisons qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, qui n'ont jamais été vues par le juge et dont les dossiers sont perdus. Peut-être il y a une vraie réforme à mener dans l'administration carcérale. Mais est-ce qu'il ne sera pas par le recrutement de magistrats, de doubler les audiences? Dakar FM 11h jot ñu dikk ak yéen ci xibaar yu gàtt yi. mbokk yi gannaaw bi leen nuyoo xibaar yi dañ koy door ak accident bu am nag démb ci ngoon gi ci diggante Touba ak Dara ñaar nit ñàkk nañ seen bakkan ñu bëri jële ci gaañu benn L200 bu yoboon benn équipe bu nawetaan moom mbëkkanteeg benn car transport en commun leeral ak Abdoulaye Sambou. ci diggante Sagata ak Xatali ci yoonu Touba Dara la accident boobu amee ab équipe nawetaan bu doon joué ci Sagata te doon ñibbi ci dëkku Jamñaale nekk ci commune bu Sagata nekkoon ci benn auto L200 moom moo bëkkante ak benn car 508 bàyyeekoo ci Touba bilan bi nag ñaari supporters ñoo ci jota faatu te am ñi ci jëlee ay gaañu bëri loolu ngir évacuer blessé yooyu ci hôpital Amadou Sahir Mbaye bu Louga ñetti ambulance la ñu daal di mobiliser foofu ci hôpital ba corps médical bi daal di na mobiliser wu ngir jël en charge blessé yooyu ñi faatu nag dañ leen a jébal seen i mbokk ginnaaw bi accident bi amee accident boobu nag dafi daal di indi nakar ak tiis foofu ci commune bu Sagata wax le ne nag accident bi mu ngi amee waxtu bi nga xamante ne fii ci Louga ñu ngi doon amal quart de finale phase régionale stade Albouri Ndiaye président ORCAV bu Louga Babacar Gaye ak ODCAV bu Linguère bala ndaw ñoom ñëpp dañuy daal di ñëw foofu ci hôpital Amadou Sahir Mbaye ngir jàppale ñi nga xamante ne dañoo amee ay gaañu Abdoulaye Sambou Louga rajo Futurs Médias. Abdoulaye Sambou accident boobu ak ñaar nit yoon ci ñàkk seen bakkan waral boo dëkk bu Louga jël dogal ne tey ji match du am foofa ci région bi yëpp match nawetaan ngir dëjël ñooñ nga xam te ne ñoo faatu naka suba tamit ci match yi am jeu équipe yëpp dañuy takkaay morceau yu ñuul ngir wane dañoo nekk ci dëcc. wax ci leneen jëm ci wàllum politique ak mouvement ànd dooleel Khalifa ñoom li ñu bëgg mooy Khalifa Sall nekk candidat ci élection présidentielle yu 2019 ci geneen wàll xam nañ tamit ne li ñu bëgg mooy dem ci élection législative yi waaye duñ ci ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñii di waa mouvement ànd dooleel Khalifa doon amal dem seen ndaje conseil national la wax lu soxal wàllum tàggat yaram ak CAN Coupe d'Afrique ci wàllu beach soccer Sénégal nag moom ñu bokkal poule Madagascar la Maroc ak Libye Coupe d'Afrique boobu nag jëm ci football tefes daañu ko amal ci réewum Nigéria ci weer décembre bii di ñëw bitim réew président Ali Bongo gannaaw bi ñu ko falaatee pour ñaareelu mandat mu tàllal loxo opposition ba waaye nag loolu daf mel ni opposition bi dañ ko gàntal Jean Ping ne moom jàpp ne na moom mooy njiitu réew mi nga xam te ne moom la askanu Gabon fal moom nag nee na Cour constitutionnelle li mu def mooy gis yoon daal di koy jalgati. midi xibaar yi caatal journal bi ak Ismaël Camara ci français yi noonu ma di leen ko yaatal ci wolof léegi seen émission Grand Jury ak Mamadou Ibra Kane muy dalal tey monsieur le ministre Sidiki Kaba ministre de la justice jaa ngeen jëf
Des pas de plus avec vous. Le groupe IAM, c'est la nouvelle école d'ingénieurs ESTD, école supérieure de technologie de Dakar avec différentes filières. Du génie informatique en passant par le génie mécanique à l'ingénierie alimentaire. De nouveaux bachelors et masters en digital marketing, business intelligence, management du luxe, e-business et bien plus encore. Le groupe IAM, c'est aussi un réseau enrichi de partenaires internationaux tels que l'UQAC, Université du Québec à Chicoutimi du Canada, University of Kentucky, HEM et des dizaines d'autres universités à travers le monde. Un programme d'échange et des doubles diplomations. Qu'espérer de plus pour cette rentrée? Groupe IAM, une marche au même pas que le temps. À la même allure que le temps. Passionné de l'architecture ou du génie civil, l'Institut Polytechnique Panafricain, avec des diplômes reconnus CAMES, vous propose des formations délivrant les diplômes de licence et de master. Avec une équipe pédagogique de qualité et ses partenariats internationaux, l'IPP vous prépare au métier de l'émergence. Rejoignez dès maintenant au Sénégal notre cohorte d'étudiants de 23 nationalités, futurs professionnels appelés à bâtir l'Afrique. Renseignements 221 33 860 60 13 ou sur www.ippdakar.com. Pour l'Afrique, une école d'architecture et de génie civil. Groupe Edicom, institut d'enseignement privé, un établissement 4 départements. Poursuivez vos études et obtenez votre CAP, BEP, BT, DEC, BTS, DT, DTS, licence ou master au groupe Edicom. Département gestion et administration, série G, finance comptabilité, assistanat de direction, commerce international, banque finance assurance, logistique, gestion des ressources humaines, marketing communication management, département génie informatique, maintenance réseau informatique, multimédia, caméra montage infographie webmaster, véritable nouveau métier, bureautique gestion, initiation bureautique, département hôtellerie-restauration, hôtellerie-restauration, tourisme, département industrie, électricité, mécanique, bâtiments et travaux publics, excellente performance aux examens d'État, inscription ouverte, place limitée. Groupe Edicom, boulevard Maurice Gueye, Gendel de Rufisque. edicomformation@yahoo.fr ou appelez-nous au 33 836 66 63. 33 836 66 63. Nous sommes au cœur du développement. Nous sommes le groupe Edicom. Le groupe scolaire Yavuz Selim informe le public que la rentrée des classes dans ces différents établissements est prévue le 26 septembre 2017. Yavuz Selim, les Bourgeons, école maternelle et élémentaire située à Mermoz Pyrotechnie, offre à vos enfants tous les enseignements du préscolaire jusqu'au CP, classe de CM2. Un cadre approprié, un environnement sécurisé les accueillera. Ils seront dans des classes climatisées avec des effectifs réduits au maximum 20 élèves par classe. Des enseignants chevronnés, tous titulaires d'un diplôme professionnel, assureront leur formation. Yavuz Selim les Bourgeons ouvre une classe de mini-section pour les enfants âgés de 2 ans. Elle sera confiée à des enseignantes expérimentées, rompues aux exigences de la garde d'enfants de bas âge. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.bourgeon.gcavuzselim.edu.sn ou appelez-nous au 33 860 02 03. Vous êtes Sénégalais leader dans votre domaine, vous êtes âgé de 25 à 35 ans, vous parlez anglais, alors tentez votre chance pour bénéficier d'une expérience unique qui transformera votre vie à jamais. Le programme Yali Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est une initiative du gouvernement américain envers la jeunesse africaine. L'appel à candidature est ouvert du 21 septembre au 26 octobre 2016. Consultez le site web https://youngafricanleaders.state.gov pour postuler. yéen client Senelec yépp ñoo ngi leen di yëgal ni mën ngeen a jënd Woyofal ci bépp bureau de poste wala ci application Poste Cash. Poste Cash moo leen fi nekkal di liggéeyal sénégalais yépp.
programme éducation à la vie familiale bi nekk ci centre américain Galle Nandondiral ba nekk yëmbal benn baraak mooy wut ay éducatrices maanaam ay éducatrices yuy jàngale ci programme bu yee ndaw yu jigéen ñi ci seen wér gu yaram bi muy amal ci gox yu mel ni yëmbal benn barak Malika Caaroy Kër Massar Pikine Géejawaay Kër Mbay Fall Fass Mbaaw soo bëggee doon éducatrice ci programme bi na fekk nga doon célibataire maanaam amuloo borom kër toll ci ñaar fukki at ba ñaar fukki at ak juróom jàng ba classe su 4e wala lu ko weesu mën nga déposer sa lettre manuscrite bind ko responsable programme d'éducation à la vie familiale bind ko ak sa loxo dolli ci sa photocopie carte d'identité ak sa CV maanaam curriculum vitae yóbbu ko ci centre américain Galle Nandondiral ba nekk yëmbal benn barak route Malika mën ngeen a it jokkoo ak ñoom ci numéro bii 77 657 71 99 wala 77 224 12 89 wala 77 570 26 03 fii ba jeudi 29 septembre bu 5 heures ci ngoon jotee ñoom la ñuy tëj mbindum kon nag mën ngeen a déposer ay éducatrices la ñuy wut yu toll ci ñaar fukk ba ñaar fukki at ak juróom jàng ba niveau 4e wala lu ko wees. ay ca leen ci challenge Tigo bi. laaj baa ngoog yéen a ngi ci waxtaan bu neex ak seen xarit rek sa forfait ni këndëm jeex tàkk caaf xam na naka nga war a def benn génn yow kese ci lëndëm bi ak xaj bu ponkal bu soxor bi ci koñ bi ñaar dem sa kër xarit bi waaye papaam fiir na te feetal bu bees tàq la yor fan yi ñett wala nga tàppe dièse 188 dièse ci sa téléphone dugg lebal ma bu Tigo muus leen tànn leen lebal ma bu Tigo service bi leen di lebal léegi internet ak lebal ma bu Tigo mën ngeen leb forfait benn fan juróom-ñaari fan wala forfait guddi illimité bi dièse 188 dièse service su taxawu crédit wala internet bu Tigo bi leen ciy génnee Tigo. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Le ministre de la Justice passe devant le grand jury d'RFM. Sidiki Kaba est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions. La mutinerie des détenus de Rebeuss, les longues détentions préventives, la construction de nouvelles prisons, la justice et ses réformes, les menaces de poursuite contre les auteurs de diffusion de fausses nouvelles, la CREI, le rapport de l'OFNAC, justice et terrorisme, la CPI et plusieurs autres.